Bienvenue à notre troisième vidéo de l'école en ligne de pagayer. Aujourd'hui, Jim et Doreen vont explorer les histoires personnelles des voyageurs qui ont participé dans la course centenaire du voyageur en canot et de l'année 1967. Allons-y, Jim et Doreen. Merci, Reed. Comme je l'avais promis, la troisième vidéo de cette série traite elle aussi de la plus longue course de canot de la planète, une reconstitution historique organisée à l'occasion du centenaire du Canada en 1967. Cette fois, nous voulons vous raconter les aventures des concurrents, vous transmettre quelques-uns de leurs anecdotes cocasses et vous parler à leurs moments les plus palpitants. Comme l'a déjà dit une célèbre cinéaste passionnée du canotage, en ramant à bord du canot, vous faites un voyage en compagnie de ceux que vous ont précédés. C'est tout à fait ce qu'ont ressenti les participants à la course du canot du centenaire durant leur périple sur l'ancienne route de la Traite des Fourrures, parce qu'ils incarnaient les voyageurs datant à chaque escale de parcours. Au fil du voyage, les pagailleurs avaient de plus en plus l'impression d'être des voyageurs de l'époque de la Traite des Fourrures. La course a débuté à Rocky Mountain House, où plus de 10 000 spectateurs étaient réunis pour le grand départ. L'enthousiasme était à son comble chez les concurrents, qui étaient bien conscients de redonner vie à un chapitre de l'histoire du Canada. Mais en bon pagailleur, il était surtout excité à l'idée de prendre part à la plus longue course du canot du monde à bord d'embarcations de près de 8 mètres de longueur. Après la formation, l'entraînement à la rame et les cérémonies, il s'apprêtait enfin à parcourir 5 283 km en 104 jours, soit l'équivalent d'environ 4 millions de coups de rame de Rocky Mountain House à Montréal. Finalement, le coup de feu du départ a retenti et la course a commencé. Les grands canots étaient peints de manière à ressembler aux anciennes embarcations en écorce de bouleau et ils abordaient les armoires de leur province et le nom d'un explorateur qu'ils honoraient. Les rameurs portaient des bandeaux de couleurs différentes, des ceintures fléchées aux couleurs vives et des maillots d'équipe. C'était vraiment un beau The spectacle. paddlers wore different colored headbands and brightly colored voyageur sashes and team shirts. It definitely was a pageant as well. Chaque jour, les courses entre les escales étaient chronométrées. Les participants faisaient aussi des sprints dans la plupart des collectivités où ils s'arrêtaient pour mousser l'enthousiasme des spectateurs venus les acclamer. Ils faisaient alors une course à l'intérieur d'une course. Les chronos pour les sprints s'ajoutaient au temps des courses quotidiennes sur longue distance. L'équipe qui terminait la course du jour dans le plus court délai remportait la victoire. Le lendemain matin, avant de reprendre la course pour une autre journée, les concurrents faisaient un sprint de 2,5 km pour les foules. Pendant l'une des escales, l'équipe du Nouveau-Brunswick, ravie d'être en tête de peloton, a raté un virage et s'est fait doubler par 4 canots. Au retour, les rameurs devaient manœuvrer contre le courant et se sont enfoncés dans un bar de sable. Ils ont dû descendre de leur embarcation et marcher. Malheureusement, ce jour-là, le Nouveau-Brunswick est arrivé en 6e place. C'est le genre d'obstacle qu'il faisait surmonter chaque jour, de sorte que la concurrence s'est intensifiée à mesure que la course progressait. Jim et moi avons eu une chance de voir les voyageurs dans un sprint à Saskatoon. Des moments captivants. Mais à l'époque, j'étais loin de me douter que j'allais un jour écrire un livre de cette grande aventure. Son Altesse royale, la princesse Alexandra, cousine de la reine, était en visite à Edmonton avec son mari, son honneur Angus Ogilvy. Le couple a assisté à un sprint remporté par l'équipe de l'Alberta et s'est vu décerner un prix de 700 dollars. Pendant les cérémonies, son honneur a remarqué que John Nickel, de l'équipe de l'Alberta, portait un magnifique manteau perlé en cuir tanné fait maison. Voyant que son honneur aimait son manteau, Nickel s'est empressé de l'enlever pour lui en faire cadeau. Le lendemain, un messager est venu remettre à Nickel une enveloppe portant la mention « livré en main propre, urgent », qui provenait de son honneur. Dans la poche du manteau que Nickel lui avait, il avait trouvé le 700 dollars remporté par l'équipe de l'Alberta. Tempête de poussière, pluie, soleil de plomb, grêle, vent, les voyageurs ramaient dans toutes les conditions. Chaque jour était porteur de défis nouveaux et stimulants. Les concurrents, chaleureusement accueillis dans chaque collectivité,
collectivités où ils passaient avaient l'impression d'être des vedettes. Comme l'a expliqué l'un d'eux, il y a de magie dans la sensation qu'une rame sur les peaux de la main dans le mouvement du canot, une magie décuplée par la distance et l'aventure. Même Dame Nature n'a pas réussi à tempérer l'enthousiasme des participants. Pour eux, cette course de canot du centenaire avait réellement quelque chose de magique. L'un des plus beaux moments de la course est survenu en Saskatchewan. Les hommes ramaient dans le brouillard et ils pouvaient sentir le magnifique parfum des roses sauvages dans le calme. Quelques minutes plus tard, le brouillard s'est dissipé et, des deux côtés de la rivière, le sol était tapissé des roses sauvages luisant au soleil. Sur le lac Manitoba, les équipes se sont collectées pour la première fois avec les sautes d'humeur d'une grande étendue d'eau. Ils ont alors dû ramer dans des vagues de 4,5 mètres de hauteur, mais ce n'était encore rien à comparer aux immenses vagues qui les attendaient sur le lac supérieur. À l'époque de la traite des Verrues, les voyageurs y organisaient des courses et pariaient sur le groupe qui serait le plus rapide. Il n'y avait pas la place pour la pitié. Les hommes qui tombaient par-dessus bord étaient perdus, parce que personne ne s'arrêtait pour les repêcher. Les voyageurs misaient souvent tout leur chargement de pelleterie pendant ces courses. Certaines perdaient la vie dans le descente des rapides. Les voyageurs de 1967 ramaient eux aussi de toute leur force et se livraient une après-concurrence, mais ils étaient accompagnés de bateaux de sauvetage pour que personne ne soit abandonné à son sort dans l'eau. Il porta 68 portages, totalisant quelques 113 km. Le plus long, de Delta à Portage-la-Prairie au Manitoba, faisait 31 km. Le plus célèbre, le Grand Portage, était une distance de 14,5 km et marquait l'extrémité l'ouest du lac supérieur. Dans une région reculée en bordure de la frontière canado-américaine, les concurrents ont été paralysés par une dangereuse tempête qui s'accompagnait de vents forts et de vagues énormes. Les camions de provisions ne pouvaient pas se rendre jusqu'à eux et ils avaient faim. 2 des voyageurs ont capturé du poisson. La nouvelle de leur triste sort s'est répandue et le régiment de transmission du Canada a réussi à leur faire parvenir de la nourriture par voie aérienne, dont une énorme quantité de crème glacée en briques. Il y en avait tellement qu'il en restait encore lorsque les hommes ont finalement remis leur embarcation à l'eau. Les restes ont été utilisés dans une bataille de boules de neige. À leur arrivée au célèbre Grand Portage, là où les pelleteries apportées de l'ouest par les hivernants étaient échangées contre les marchandises transportées de l'est par les mangeurs de porc, les équipes ont été saisies d'émotion et se rendaient compte qu'elles suivaient les traces de l'histoire. Il fallait ensuite fraîchir le lac supérieur, où les concurrents ont été escortés par 3 navires. Dans chaque canot, l'une des rames était enveloppée de papier d'aluminium et fixée debout à l'arrière de l'embarcation, où l'aluminium agissait comme réflecteur pour les radars, afin que les navires puissent suivre la position des canots. Les hommes ont ramé dans des vagues gigantesques et dans le brouillard. Ils suivaient les navires pendant 9 heures d'affilée sous le vent et la pluie, ballottés par des vagues immenses. Les canoteurs avaient l'impression de flotter dans l'espace. To act as a reflector for radar to pick up the ships so that ships knew where they were. They paddled through huge waves and fog. They followed the ships for 9 hours at a time through wind and rain and were tossed up and down by the enormous waves. It made them feel like they were floating in space. Les hommes ont pu vivre l'expérience de l'éclissage avant de franchir l'extrémité nord du lac Huron et la baie Georgienne, où la houle était énorme et les vents violents. Ils devaient donner 85 à 90 coups de rame à la minute pour conserver la maîtrise de leur embarcation. Et la rivière des Outaouais comportaient eux aussi leur lot de défis en raison de leur étroitesse, mais les équipes étaient enthousiastes à la perspective de leur arrivée prochaine à Montréal. Chaque manœuvre était devenue si machinale qu'ils pouvaient ramer dans leur sommeil. Tout au long de la journée, ils donnaient une quinzaine de coups de rame avant que l'un d'eux crie « 1, 2, 3, changement !» Puis tous les pagayeurs glissaient de l'autre côté du radeau. Les gestes étaient à ce point automatiques qu'une journaliste d'Ottawa a rapporté que, une nuit,
Lorsqu'il était tout couché, une membre d'équipage qui parlait dans son sommeil a crié « 1, 2, 3, changement !» et que la tente est toute entirée a été secouée par les mouvements des rameurs endormis qui répondaient au commandement. À leur arrivée à Ottawa, les voyageurs du centenaire ont eu droit à une stomper banquette servie dans une aile de l'édifice du Parlement où des majordomes l'ont servi du vin. Le commissaire John Fisher a alors affirmé, sans le canot en écorce de bouleau et le rhume des rames, l'Ouest accuserait aujourd'hui un grand retard dans son développement. Vous avez remué le cœur de vos concitoyennes. Vous êtes les héros de notre année du centenaire. Finalement, le dernier jour de la course est arrivé. Les canoteurs devaient traverser les puissants rapides de la Chine sur le fleuve Saint-Laurent et se rendre jusqu'au lieu de l'Expo 67. Les grosses vagues et les remous en faisaient un passage redoutable. Certains canots ont pris de grandes quantités d'eau. L'une des embarcations a été complètement inondée à la chèvrier, mais avec l'aide des bateaux de sauvetage, tous les membres de l'équipage ont pu se rendre sains et saufs jusqu'à l'île de l'Expo 67 pour le sprint qu'ils devaient faire devant des centaines de milliers de personnes. Les voyageurs savaient que ce sprint serait l'un des événements les plus exaltants de toute leur vie. C'était une course destinée à émerveiller les spectateurs, et tout avait été planifié en conséquence, même les costumes aux couleurs vives qui portaient les concurrents. La lutte a été serrée. Il y a eu plusieurs courses à l'intérieur de la course. À peine quelques secondes séparaient les trois meilleures équipes, mais c'est le Manitoba qui a pris les devants. Les pagayeurs pouvaient à peine entendre les signaux au milieu des acclamations de la foule. La plupart des spectateurs n'avaient jamais vu de canot de voyageurs auparavant, et cette reconstitution historique venait cristalliser l'histoire du Canada pour eux. Les rameurs ont franchi la ligne d'arrivée tout à fois épuisés, excités et exaltés. À la fin de la course, c'est le Manitoba qui avait le meilleur chrono global, 531 heures de course à travers le Canada. Venait ensuite la Colombie-Britannique suivie de l'Alberta. Seules 4 heures les séparaient. Quel dénouement palpitant! Pour la plus longue course des canots de la planète sur cette magnifique reconstitution historique du centenaire. At the end of the race, Manitoba's overall time beat the rest. 531 hours of racing across Canada. Second was British Columbia, followed by Alberta. Only 4 hours separated them. What a thrilling... De la vue de l'un des rameurs, c'était une expérience formidable. Jamais je n'oublierai les amitiés que j'ai nouées et les leçons que j'ai tirées au cours de ce fabuleux voyage à la manière des voyageurs qui m'a amené d'un bout à l'autre du plus beau pays que je connaisse, le Canada. Vous trouverez le plus ample renseignement sur la reconstitution historique de la course de canot du centenaire de 1967 dans ce livre intitulé Paddling, Portaging et Pageantry. Dans notre prochaine vidéo, nous vous parlerons de certaines autres courses épiques en canot de voyageurs, notamment la course des canots du centenaire de 2017 qui a eu lieu de Rocky Mountain House à The Pas au Manitoba. Nous espérons que vous seriez les right here on July 1st. It was quite an exciting event as well. Hope you can join us for that one. Bye for now.